En France, près d'un enfant sur 5 est en surpoids. Les parents sont souvent démunis face à cette question. Comment s'y retrouver face à tout ce qu'on peut entendre? Faut-il s'inquiéter? Et surtout, que faire? Avec Fabrice, le papa de Caroline, Huguette et sa fille Fanny, Lilian et bien d'autres, nous avons voulu faire tomber les idées reçues, répondre aux questions en suspens pour savoir comment retrouver l'équilibre. Ouais, ça va. Après, tu arrives à la défaire, tranche par tranche. J'étais conscient que ma fille était forte et je voulais faire quelque chose. Et j'ai trouvé ça très important d'avoir une équipe autour de moi pour être entendu, pour me donner des conseils, pour être compris aussi. Et pour ma fille, pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Ma fille, la plus jeune, ressentait un mal-être à l'école, commençait à en parler. T'as un gros ventre. Moi, déjà, j'avais 35 kilos de plus. Ma plus grande fille aussi était dans une situation de mal-être, mal dans sa peau. Et la plus petite a été la petite étincelle qui a fait « Bon, allez, il faut faire quelque chose, il faut te prendre par la peau du derrière et il faut y aller ». L'obésité est une maladie chronique, donc qui nécessite du temps. La prise en charge est souvent lente. Il faut aussi savoir attendre. Les régimes miracles, on sait maintenant que ça ne marche pas, et encore moins chez l'enfant. On ne cherche pas à faire perdre du poids à l'enfant, on cherche surtout à ce qu'il arrive à ne pas trop en prendre, tout en continuant de grandir. Plus on s'y prend tôt, et plus on prend en charge cette maladie tôt, plus on arrive à avoir des résultats satisfaisants pour la famille, pour l'enfant, et puis aussi pour les professionnels. Il faut surtout dédramatiser la situation, mais savoir s'en préoccuper quand même. On n'a pas trop bataillé, moi je trouve ça a été simple. Le médecin nous avait dit, vous allez voir, elle va grandir, elle ne va plus prendre de poids, elle va s'étirer. On lui a dit de ne pas se priver. De temps en temps, si elle allait faire un McDo, elle pouvait aller faire un McDo, pas se priver, mais faire attention. On a vu le résultat aussi, chaque fois qu'on allait voir le médecin. On a fait un monde, ça va être compliqué. Non, parce qu'après, c'est une habitude à prendre. Que les mauvaises habitudes se prennent facilement, mais les bonnes aussi, c'est de le savoir. Moi, je ne l'ai pas vécu comme si on me dictait quelque chose. Parce que si je suis venue, c'est de mon plein gré. Donc du coup, c'était juste m'approprier un message. Quand les familles et l'enfant et sa famille s'inscrivent dans une démarche d'aider l'enfant à s'affiner, il va falloir être régulier. L'éducation thérapeutique, c'est avant tout partir de la vie de la famille, c'est-à-dire des besoins de l'enfant et de la famille, pour aboutir à des objectifs qui sont modestes mais réalisables. Et ces objectifs, on va les travailler au fur et à mesure, 1 ou 2 à chaque fois, pour avancer pas à pas dans une prise en charge qui va s'inscrire dans la durée. Donc ça concernera l'alimentation, bien sûr, mais ça concernera aussi les rythmes de vie, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, comment on dort, qu'est-ce qu'on fait pour se dépenser, pour bouger, est-ce qu'on va réussir à passer un petit peu moins de temps devant les écrans. La prise en charge, c'est ça, c'est-à-dire aborder progressivement différents aspects de leur vie quotidienne pour essayer de voir ce qu'on peut changer ou pas, à quel moment ils sont prêts à changer ça. Et je dirais, il ne faut surtout pas perdre espoir, et même en tant que professionnel, il faut savoir être patient. On m'a parlé de préo à l'infirmerie de mon ancien lycée. J'étais allée faire une visite médicale et vu que j'avais quelques soucis au niveau du poids, elle m'a donné des brochures du réseau. Préo est l'un des réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique, les REPOP. Ces réseaux proposent une prise en charge de proximité et multidisciplinaire. L'équipe du réseau coordonne le parcours de l'enfant entre les professionnels de santé et les différents intervenants pour travailler ensemble dans l'accompagnement de la famille. On a fait pratiquement 2 ans. Donc déjà tous les mercredis après-midi, elle avait une coach sportif. Après, elle avait la psychologue aussi. Et après, on a fait des ateliers sur Valence, 6 mercredis après-midi, 3 avec les parents présents et 3 sans les parents. Moi, on m'a dit pendant 1 an et demi, 2 ans, tu vas faire partie du réseau. Je me suis dit, oulala, c'est long, mais ça passe super vite. Moi, je sais que j'ai mes parents qui étaient beaucoup derrière moi, et même encore aujourd'hui. Et je pense que sans eux, j'aurais pas tenu autant de temps au réseau.
Lorsque la situation de l'enfant ou la sévérité de son surpoids le nécessite, les REPOP ont pour mission de faire du lien avec d'autres structures, comme les centres hospitaliers universitaires ou les établissements de soins de suite et de réadaptation. Le parc est un établissement de santé qui accueille des enfants dans le cadre d'un soin de suite et de réadaptation, donc un SSR. Donc on accueille des enfants qui arrivent en fait quand il y a déjà eu un échec thérapeutique auparavant. Le fait d'arriver chez nous dans le cadre d'une hospitalisation n'est pas une démarche anodine. Donc même si effectivement le médecin fait la prescription, c'est important que la famille soit partie prenante de la démarche de soins et que bien sûr l'enfant également. On est mieux encadré, donc c'est vrai que moi c'est pour ça que j'appelle ça une hospitalisation, vu qu'on est encadré par des adultes, ils nous guident dans nos choix. Et derrière, on peut le reproduire à la maison plus tard, mais il faut juste arriver à se dire qu'ici, on n'est pas là pour... juste pour jouer, on est là pour notre santé. Chez nous, la durée moyenne de séjour, elle tourne autour de 4-5 mois. Le parti pris, c'est de réévaluer tous les 2 mois la pertinence de l'hospitalisation et de la poursuite de la prise en charge. Tous les 15 jours, ils rentrent pour le week-end à la maison et c'est aussi à cette occasion-là qu'on fait venir les familles pour participer aux ateliers qui vont être animés par la diététicienne, par la psychologue, le médecin ou la prof de sport adaptée. C'est vrai que le groupe nous paraît important pour soutenir une dynamique autour de l'entraide, autour aussi de la reconnaissance des uns et des autres et du regard finalement de l'autre qu'on va vivre de manière tout à fait différente qu'à l'extérieur. C'est effectivement un endroit où je pense qu'ils peuvent reprendre confiance en eux. T'as déjà mis verre et cuillère, ok ? Le cadre qui est proposé ici leur permet en fait d'avoir l'impression d'être dans un cocon qui est protégé, dont il faut qu'on se méfie aussi parce qu'après il y a le retour. Et la sortie qui est aussi à penser dès l'arrivée au final. C'est moi qui ai décidé de venir dans le but de revenir à un sport quotidien, quoi. C'est réapprendre aussi à manger, c'est avoir des portions équilibrées, quoi. C'est pas trop me servir, pas assez. Alors tu as le droit à la calculatrice pour vérifier ton résultat, mais tu peux poser et effectuer l'opération. D'accord. Tu as des couleurs? J'aime bien en couleur les nombres qui pourraient t'intéresser dans le problème. Nous avons une convention avec l'Éducation nationale qui leur permet effectivement d'avoir un collège de référence, d'avoir un suivi scolaire et puis sur les temps effectivement qui ne sont pas encadrés par les enseignants, l'équipe éducative soutient la démarche scolaire avec les enfants. C'est vrai que 4-5 mois de prise en charge c'est bien pour enclencher quelque chose, mais il y a quand même besoin d'un étayage à la sortie et donc les REPOP jouent très bien ce rôle, mais ça n'existe pas partout. En effet, certaines régions sont dépourvues de REPOP. Les centres spécialisés de l'obésité peuvent parfois proposer des programmes pour les enfants, comme en Auvergne. En Auvergne, il n'y avait pas de REPOP, il n'y a pas de réseau de prise en charge de l'obésité infantile. Il y a quelques structures dans le Puy-de-Dôme, mais ça ne permet pas du tout de prendre en charge l'ensemble des enfants et des adolescents concernés par un excès de poids. Donc on a mis en place ce projet pilote PROXOP, qui était une première étape dans la mise en place d'une offre de soins pour les petits Auvergnats, les Auvergnats concernés par un excès de poids. PROXOP, c'est un accompagnement de toute la famille à domicile qui permet d'avoir des ateliers très personnalisés sur 6 mois avec l'ensemble de la famille. L'idée, c'est de pouvoir prévenir l'obésité chez les enfants et d'impliquer l'ensemble des parents et de la famille dans la prise en charge. On est chez nous, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de peur de l'hôpital, il n'y a pas de stigmatisation, de regard des autres. Voilà, on est dans le cocon familial, en sécurité et on peut se livrer. L'idée, c'est de les accompagner à des modifications du mode de vie sur les rythmes, le sommeil, les rythmes de repas, le fait de manger tous ensemble, les accompagner vers une meilleure alimentation, une meilleure activité physique, et puis de guider un peu les parents sur l'autorité bienveillante, comment les aider à mettre des limites aussi à leurs enfants et avoir un cadre rassurant et bienveillant pour leurs enfants. En me voyant moi, je voyais Fanny dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Si elle commence déjà comme ça et qu'elle continue sur la longueur avec de mauvaises habitudes, c'est peut-être à 30 ans qu'elle va être essoufflée, qu'elle pourra plus attacher ses chaussures, qu'elle va se dire « mince, la cabine de douche en 70, je passe pas dedans, va falloir la 90 ». Donc c'est là-dessus qu'après on réagit. Mais avant d'aller à l'hôpital parce qu'il y a le diabète, parce qu'il y a des pathologies qui sont graves, eh ben, il faut faire quelque chose et là, en l'occurrence, l'hôpital est venu à nous. Le programme a apporté des réponses à des questions, mais d'ordre général, mais le gros du travail, c'est nous qui devons le faire. Oui, ils ont donné des clés,
pour les portes, mais après, pour modeler ces clés, c'est à nous de faire le travail. Je ne serais jamais allée faire la démarche d'aller déjà à Thiers, à Clermont, à l'hôpital en général, pour aller chercher une solution, parce qu'on a honte, forcément. On se dit qu'on fait quelque chose de mal, et plus on a honte, moins on a envie de sortir. S'il n'y avait pas eu ces affiches, s'ils n'étaient pas venus ici, on n'en serait pas là. Je suis une meilleure maman que j'étais il y a 7 mois, c'est sûr et certain. 43,8. Ok, bien. On va s'asseoir. On y va. Je sais pas si c'est vas-y. Encore. On n'est pas égaux devant le surpoids, je crois que chacun le remarque. Et particulièrement les parents, lorsqu'ils voient que le cousin ou même le frère ou la sœur de l'enfant en surpoids est nourri de la même façon, élevé de la même façon et ne prend pas, lui, trop de poids. Lorsqu'on pense aux facteurs qui favorisent le surpoids, on a toujours le réflexe de penser d'abord à l'alimentation. Lorsqu'on étudie des populations d'enfants qui ont une obésité puis d'une population d'enfants qui n'en présentent pas, au final, le contenu de leur assiette est à peu près équivalent. Et c'est vrai que l'image, la représentation qu'on se fait de l'enfant obèse qui mange que des frites et du coca, elle est fausse. Hein. Il y a des enfants obèses qui mangent parfaitement équilibrés, des bons produits de la ferme et des bons petits plats préparés par les parents. Et il y a des enfants minces qui mangent que des frites et du coca, mais ils n'en mangent pas beaucoup. Ce qui va différer, c'est le fait que l'enfant obèse, il va manger trop en quantité. Alors, soit de son repas, soit de ce qu'il va manger entre les repas, soit de la quantité de boissons sucrées, par exemple, qu'il va pouvoir consommer, au regard, cette quantité au regard de son activité physique. Bien sûr que manger équilibré pour la santé, c'est intéressant, mais il faut sortir de ce schéma-là pour aider à prendre en charge le surpoids. Si ce n'est pas qu'une question d'équilibre alimentaire, pour quelles raisons un enfant est-il en surpoids ? Eh bien, pour commencer, il existe des facteurs génétiques. Certaines personnes sont plus à risque d'être en surpoids que d'autres. C'est ce qu'on appelle la prédisposition génétique. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut que d'autres facteurs liés à l'environnement interviennent. Ces derniers sont nombreux, ils peuvent être directement liés à l'enfant, mais aussi aux habitudes familiales, à la pratique d'activités physiques par les parents, leurs préférences alimentaires, et également à l'environnement au sens large, comme la facilité d'accès aux loisirs, le contexte socio-économique, les politiques urbaines et de transport. Tout cela joue un rôle dans la prise de poids d'un enfant. On sait également que dès la conception, il faudra être vigilant si la maman prend trop de poids, si elle fume ou qu'elle a un diabète, si l'enfant naît avec un trop petit poids ou un trop grand poids de naissance. L'alimentation donnée dans les premiers mois de vie a également son importance. Bref, on voit bien que cela est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne faut pas rester sur ses acquis et se dire qu'on a toute la vérité et que ben voilà, je suis gros, je resterai gros, mes enfants seront gros, puisque de toute façon moi j'étais gros, donc voilà. Non, il faut avancer. C'est pas parce qu'on est dans une famille, où il y a beaucoup d'obésité que obligatoirement on va devenir gros. Ça va être plus difficile de rester mince, ça c'est certain, ça va demander un effort. Ça vient pas tout seul, mais c'est possible. Je me sentais responsable de la prise de poids de Caroline parce que je suis son papa. Donc si elle était forte, c'était de ma faute aussi. Petite déjà, elle était un petit peu costaud. Et petit à petit, en grandissant, elle était de plus en plus forte. Et c'était vrai, pour moi, c'était important au niveau de sa santé aussi. C'est pas la faute d'eux, c'est la faute de personne. C'est certainement pas la faute de l'enfant, ça c'est sûr. Après, est-ce que les parents ont une responsabilité et un rôle à jouer pour éviter que? Oui. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour ça, à être accompagné. Parce que c'est pas si évident de savoir quoi faire vis-à-vis, par exemple, d'un enfant qui réclame à manger tout le temps. Un, pas deux. Je veux trouver. Non, je te dis, tu vas prendre un verre et moitié jus de fruits, moitié. On est pas prêt. Moitié jus de fruits, moitié. Si t'en as deux encore. Allez, go. Et on sait par exemple que si on insiste pour qu'un enfant finisse son assiette, si on lui met une très grosse portion dans son assiette, si on le récompense toujours avec de l'alimentation, cet enfant il va aller vers une quantité qui va être trop importante pour lui. Il va manger trop. À l'inverse, la restriction ou le fait d'interdire certains aliments va les rendre encore plus attrayants et va avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire que ces enfants-là vont plutôt en consommer de façon très importante lorsqu'ils vont y avoir accès, plutôt que d'autres enfants qui auront un accès
raisonnable à ces aliments plaisir. Mon surpoids vient qu'à partir de l'âge de mes 8 ans, j'ai eu un événement entre guillemets qui m'a vraiment affectée. Et du coup, pour me réconcilier entre guillemets, ça a été la nourriture. Et du coup, c'est à partir de l'âge de mes 8 ans que j'ai commencé à être en surpoids et après passer justement en obésité niveau 1. À partir du moment où la balance énergétique est déséquilibrée du côté de trop d'apport énergétique par rapport à pas assez de dépenses, eh bien, on va stocker et donc prendre du poids si on est un adulte et prendre trop de poids par rapport à sa croissance si on est un enfant. Pour les professionnels de santé, le surpoids est donc par définition une accumulation de masse grasse. Mais concrètement, comment savoir si son enfant est en surpoids ? Avant l'âge de 8 ans, un surpoids, ça ne se voit pas à l'œil nu. La seule solution pour se rendre compte du surpoids d'un enfant, ou alors de sa prise de poids un peu trop excessive, c'est de le peser, le mesurer, calculer son IMC, son indice de masse corporelle, et de le reporter sur la courbe, de tracer la courbe pour voir aussi la cinétitude de la courbe. C'est la seule solution pour savoir si un enfant est en surpoids ou pas. De la naissance à 1 an, l'enfant s'arrondit. Vers 1 an, il commence à marcher et s'affine. De 6 ans à l'âge adulte, il s'étoffe de nouveau. Il faudra d'ailleurs être vigilant lorsque ce rebond a lieu avant l'âge de 6 ans. Si l'enfant sort de la zone de corpulence normale, il est en zone de surpoids. Et lorsque la prise de poids est très importante, il passe en zone de surpoids avec obésité. On a tendance à souvent parler aux parents des complications qui surviennent à l'âge adulte, donc du diabète du type 2, dit diabète gras, des problèmes de cholestérol, des problèmes de tension qui sont trop hautes, des problèmes cardiaques. Mais ce qu'on oublie trop souvent de citer, ce sont les complications finalement qui apparaissent très tôt chez l'enfant. Le premier motif de prise en charge du surpoids de l'enfant, en général, ce sont les moqueries. Ensuite, finalement, les enfants, très rapidement, vont se plaindre de problèmes quotidiens, de mal de dos, de mal aux genoux, de difficultés aussi à faire du sport. Ils se sentent essoufflés, ce qui va les gêner du coup après aussi et les dégoûter un petit peu du sport. Et après, on entre dans un cercle vicieux puisque le sport, l'activité physique fait partie intégrante de leur prise en charge et va les aider du coup à s'affiner. Plus rarement, l'obésité peut être qualifiée de secondaire lorsqu'elle est liée à une autre maladie. Dans ce cas, le médecin recherchera des signes pouvant expliquer l'origine du surpoids. La prise en charge sera adaptée en fonction et parfois des traitements pourront être proposés. En revanche, pour l'obésité commune, la plus fréquente, aucun médicament ou coupe-faim n'est recommandé. De même, la chirurgie bariatrique, bien connue des adultes, n'est réservée qu'à des situations rares d'obésité très sévère, en cas d'échec d'une prise en charge pluridisciplinaire complète et jamais avant 15-16 ans. Il y a un ingrédient mystère dans le gâteau. C'est de la courge. Un ingrédient mystère dans le smoothie. Donc vous allez essayer de deviner. Et nous, on le dit ou pas? Les parents, à force d'échanger et d'entendre aussi de la part d'un professionnel de la diététique que tout le monde mange un peu déséquilibré et que chacun a son équilibre. Il y a des parents qui ont pu témoigner, oh là là, ça fait du bien d'être déculpabilisé de tout ça. On m'a rassuré. Mais non, on ne va pas lui demander de maigrir, Caroline. On va lui demander de ne pas prendre du poids. Parce qu'elle est jeune, elle va grandir. Elle va s'étirer. Et quand on vous dit ça, non, vous n'avez pas besoin de vous priver, tu peux aller au McDo une fois de temps en temps. Donc ça rassure, dire voilà, je n'ai pas besoin de me priver, je vais grandir, mais il ne faut pas que je prenne du poids. Tous les aliments sont autorisés, seulement il existe des aliments que nous allons consommer dans une fréquence moindre que d'autres. Une assiette de frites, par exemple, équivaut en énergie à 3 assiettes de purée ou 5 assiettes de pommes de terre vapeur. Un paquet de biscuits au chocolat contient l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile et de 20 morceaux de sucre. Une canette de soda ou de jus de fruits contient l'équivalent de 7 à 9 morceaux de sucre. On essaiera donc de limiter la consommation des aliments à forte densité énergétique, comme les aliments gras et sucrés, sans oublier les boissons. Et on jouera sur la variété et la diversité des aliments en mangeant de tout modérément. C'est pas un régime qui s'impose à nous, c'est pas des obligations, c'est pas une frustration qui arrive, qui prend et qui vampirise, c'est
c'est nous qui prenons le dessus sur ce qui ne va pas dans nos habitudes. Mais alors, si ce n'est pas qu'une question de choix d'aliments, comment le surpoids s'explique-t-il ? L'enfant en surpoids mange souvent trop. Grignotage, taille des portions, repas déstructurés. Il est intéressant de comprendre pourquoi. Les diététiciennes accompagnent les jeunes pour qu'ils se réapproprient leurs sensations et qu'ils comprennent leur comportement alimentaire. On peut par exemple en atelier donc repas thérapeutique d'essayer d'être objectif avec soi-même, de se dire voilà, là j'ai une grosse gourmandise ou une grosse faim, ou un peu moitié-moitié. T'es faim plaisir, faim énergétique? Énergétique. Que énergétique ou t'as un peu de gourmandise? De plaisir. Ouais, un peu de faim plaisir, ok. Et puis du coup, si j'arrive bien à identifier le pourquoi j'ai envie de manger, je vais pouvoir dire si j'ai une petite faim, c'est une petite portion. Si j'ai une moyenne faim, c'est une moyenne portion. Une grosse faim, c'est une grosse portion. J'ai une grosse faim. Donc on serait sur du 6-7, comme 8, tes camarades 8-9. Si l'enfant arrive de plus en plus à ressentir ses sensations alimentaires, à écouter ses besoins, et ils sont prêts à franchir ce grand pas-là, de se dire « j'ai pas peur de manquer, je sais m'écouter, je me fais confiance ». Donc on est loin des kilos perdus. Voilà. Le chiffre, moi, il m'intéresse très rarement. Par contre, que l'enfant puisse se rendre compte et que la famille puisse valoriser ces petits progrès-là, qui sont même des bons progrès, c'est le plus important et c'est ce qui va être le cœur vraiment de la prise en charge diététique. Ici, avec Marianne, la diététicienne, elle nous apprenait qu'est-ce que c'était la faim, qu'est-ce que c'était le grignotage. Si on peut grignoter parce qu'on n'a pas faim, c'est juste parce qu'on est énervé. Le grignotage devient problématique s'il est répété, s'il apparaît tous les jours. Mais sinon, il faut savoir que tout le monde grignote à un moment ou à un autre. Il est important de faire la différence entre le grignotage et les compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires sont plus difficiles à gérer et il faudra peut-être chercher des solutions avec l'aide d'une psychologue, voir s'il existe des troubles du comportement alimentaire. Fermer les placards à clé, ça leur paraît à eux comme à l'enfant une bonne solution parce que du coup on n'accède pas aux produits alimentaires, il n'y a pas de tentation. Sauf que si on reste dans ces concepts un petit peu de privation, frustration qui vont entraîner finalement des grignotages un petit peu plus importants en réponse, eh ben, ils vont pouvoir l'abandonner, cette méthode-là qui leur allait pas forcément, et pouvoir trouver d'autres choses avec peut-être plus de communication parents-enfants sur le sujet de l'alimentation qui deviennent moins conflictuels. À Besançon, c'est l'infirmière puéricultrice qui sensibilise les plus petits avec sa marionnette. S'il vous plaît, monsieur l'estomac? Ah oui, on va lui donner à manger. Ah bah il faut que tu lui donnes à manger, hein. Hop, on va lui mettre dans son ventre. Alors, il y a des petites pizzas, il y a des légumes. Allez, vas-y. Wow. Ah, j'ai mangé la main. Il t'a mangé la main. Allez, un petit peu de frites. Hop. Un petit coup à boire, quand même. Oh, bah, je crois que tu manges tout, quand même. Il mange même le plastique. Oh, oui. Il est pas très... Monsieur l'estomac, il met tout dans son estomac. Puis vous avez vu comme il met ça vite? Manon, est-ce que tu manges vite, toi? Oui. Un peu comme monsieur l'estomac? Oui. Alors là, si on le regarde un petit peu, ce monsieur l'estomac, comment il est? Il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il a, là? Un gros ventre. Est-ce que quand on mange comme ça, vite, on a mal au ventre? Oui. Ça vous arrive, ça, des fois? Des fois. Qu'est-ce qu'il a oublié? De déguster. Mais comment on fait pour déguster? On mâche. On mâche. Mais est-ce qu'il peut mâcher, lui? Il n'y a pas de dents. Est-ce qu'on en a dans notre estomac des dents? Non, bah non. Ça dépend. Bah pourquoi vous mettez des gros morceaux alors dans votre estomac? Par exemple, si je vous donnais un petit morceau de pain, combien de fois vous allez le mâcher avant de l'avaler? 2 fois pour toi? Combien? 2 aussi? Baptiste. Et toi, Manon? On fait le test alors? Oui. Allez, on y va, je le fais avec vous. Hein. Puis on va voir combien de fois on mâche. Hein. Quand on mange doucement comme ça, est-ce qu'on sent pas bien le pain aussi dans sa bouche? Le goût du pain. Alors quand on mange des bonnes choses, même quand on prend un morceau de chocolat, si on le déguste comme ça, est-ce que c'est pas plus intéressant? Est-ce que des fois les aliments ils changent de goût? Qu'est-ce qui est important? C'est de goûter. L'important c'est de goûter, bien sûr. Quand vous êtes enfant par exemple,
Vous aimez pas le café souvent? Ah non, non. Et puis quand on est adulte, est-ce qu'on aime le café? Bah oui. La tisane aussi, c'est bien. Oh, la tisane. Donc vous voyez que nos goûts, ils changent quand même. Hein. Donc il nous reste la sauce. Et les noisettes. Alors, oui. Par contre, remélange-la ta sauce. T'as vu, ça c'est un peu... L'huile, c'est un petit peu tombé. Il peut être intéressant pour les familles de se rendre parfois au marché. Ça peut être un moment d'échange, un moment de convivialité. Et ça peut aussi permettre de faire choisir aux enfants des aliments qu'ils pourront cuisiner ensuite à la maison avec leurs parents. Si l'on fait ces achats de fruits et de légumes sur les marchés, nous les payerons moins cher que si nous les achetons en grande surface où il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Le côté financier, forcément, c'est l'arme de la guerre. Hein. Donc, c'est bien de nous dire qu'il faut manger des légumes, des fruits 5 fois par jour, du poisson. Oui, mais le poisson, 12 € le kilo. Le prix des saucisses en période de barbecue, 2 € et quelques. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir un terrain, ils peuvent faire des légumes. On peut manger des conserves, on peut manger des légumes surgelés. Les fruits, on peut les manger selon la saison et on les paye moins cher. On n'est pas obligé de privilégier que des produits frais pour une qualité alimentaire. On peut très bien utiliser des surgelés, des conserves qui contiennent également des vitamines ou des minéraux. Et cela permet de soulager sur la confection, sur le temps que l'on peut passer au repas. Le repas, c'est un moment de partage, donc il vaut mieux le passer à table et discuter de ce qui s'est passé parce que non seulement ça renforce les liens familiaux, mais en plus c'est un moment où le fait de discuter va faire qu'on va manger plus doucement, donc on va plus facilement ressentir la satiété. On a l'impression que c'est rien, et puis ça se met en place comme ça, tranquillement, et c'est ce qui fait que c'est solide. Parce que c'est nous qui faisons la démarche, c'est pas le régime monsieur, le régime madame truc, c'est le régime famille et pêche. Alors l'activité physique, elle est vraiment au sens large. Ça peut être à la fois du sport ou alors toutes les activités au quotidien, ne serait-ce que marcher, ne serait-ce qu'aller à l'école à pied, se déplacer à vélo, faire de la trottinette, s'amuser. Et par moments, dans les journées, les week-ends ou les soirs quand on a plus de temps, on peut aussi penser à des activités un peu plus intenses. On pense facilement aux activités sportives encadrées dans des clubs, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi avoir des jeux avec les parents ou avec des copains et avec des camarades. Et c'est important de bien valoriser ces temps-là, au même titre que les activités qui sont pratiquées dans le milieu scolaire et même pendant les récréations. Ce que je te propose, comme je te disais, on va parler de ton questionnaire, hop, que tu m'as rempli, et puis faire un petit test pour voir comment va ton cœur au moment où tu fais un effort. Donc l'objet de l'entretien autour de l'activité physique, c'est pouvoir à la fois identifier avec l'enfant et sa famille, à la fois les freins, ce qui font qu'il a des difficultés à bouger. Ça peut être des difficultés physiques, mais aussi sociales, aussi psychologiques. Il peut y avoir pas mal de choses qui peut conditionner le fait que l'enfant bouge peu. C'est aussi avec eux analyser la sédentarité, comment ils consomment les écrans, quel type de jeux vidéo ils utilisent, quelles sont les règles éducatives autour des écrans à la maison. Et puis c'est surtout identifier avec eux les leviers. Qu'est-ce qui va faire que l'enfant pourra demain être un peu plus actif, en aidant la famille à réfléchir, en prenant un peu de recul sur ses freins et les pistes à mettre en œuvre pour que l'enfant augmente son niveau d'activité physique. Car en bougeant peu, l'enfant en surpoids entre souvent dans un cercle vicieux. Ses dépenses énergétiques baissent. Sa masse grasse augmente, tandis que sa masse musculaire diminue. Peu à peu, l'enfant va se déconditionner à l'effort. Il sera essoufflé, se fatiguera rapidement et aura parfois des douleurs articulaires. Il ne ressentira plus de plaisir et il va finir par rejeter toute activité physique, diminuant encore davantage ses dépenses énergétiques. Heureusement, il est possible de renverser la vapeur. À cause de mon obésité, je fais de l'asthme des sport. Et depuis justement que je suis à Préau, je fais beaucoup plus de sport.
Avant, je faisais 1 heure grand maximum de sport par semaine. Là, je suis à 3-4 heures de sport par semaine. Et c'est vrai que mon asthme, là, ça fait 1 an, voire 1 an et demi que je n'ai pas fait de crise, quoi. Les enfants progressent assez vite et très rapidement, même si au début c'est un peu compliqué et que c'est un peu douloureux. On a des progressions et des progrès qui sont à valoriser et à montrer à l'enfant pour qu'il persévère dans son effort. C'est très important d'impliquer les parents et de montrer que les parents, s'ils vont à la piscine ou s'ils vont jouer de temps en temps dehors, ça peut motiver l'enfant, voire l'adolescent. Et petit à petit, on se détachera des remarques et on aura un vécu un peu plus positif par rapport à la pratique d'activité physique. L'objectif de la séance, c'était dans un premier temps de leur faire découvrir des activités, leur faire découvrir des façons de se dépenser, des façons de trouver du plaisir. Et le deuxième objectif, c'était vraiment, par le biais de l'activité physique, leur procurer du plaisir à être ensemble et à bouger ensemble. La respiration, c'est un point qui est essentiel parce que l'activité physique devient désagréable, source de non-plaisir, quand on dépasse un certain seuil d'intensité, et ce seuil, il est perceptible par la respiration. Donc dès qu'on dépasse un moment où on se sent trop essoufflé, c'est là où ça devient un calvaire. C'est cette intensité-là qu'il ne faut pas dépasser. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus, pour que les jeunes et les moins jeunes apprennent à se connaître et sachent quand ils dépassent ce seuil-là pour arriver à redescendre et à garder cette notion de plaisir. Au début, c'est vrai que je faisais même pas 2-3 minutes, j'étais essoufflé comme je sais pas quoi, et plus j'avançais à perdre du poids, à comprendre les choses, plus je pouvais tenir dans la longueur dans les activités physiques, et voilà, je pouvais courir, je me faisais pas mal, j'avais pas de douleur, j'étais bien. Un corps qui bouge et un corps qui a l'habitude de bouger, il sera en bonne santé, il va avoir des capacités physiques plus importantes, et donc ça sera positif, même s'il est peut-être avec des kilos en trop. La perte de kilos, moi, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Le plus, c'est vraiment l'apparence. Parce que je me dis, on peut monter sur une balance et voir qu'on n'a pas perdu, mais se regarder dans un miroir et voir qu'on a minci. Mais en fait, si on n'a pas perdu, c'est peut-être parce qu'on a pris du muscle. C'est pour ça que la balance, à une période, j'étais vraiment tout le temps dessus. Et là, maintenant, la balance, aujourd'hui, ça fait belle lurette qu'elle est rangée et qu'elle est plus sortie, quoi. Mais finalement, le sport, ça fait maigrir ? Eh bien, oui et non. En augmentant les dépenses et en diminuant les apports, on rééquilibre la balance énergétique. Mais l'activité physique seule ne suffit pas pour perdre du poids. Elle entraîne par contre une modification de la composition corporelle en diminuant la masse grasse et en stabilisant, voire en augmentant la masse musculaire, ce qui permet de maintenir la perte de poids dans la durée. Cela évite l'effet yo-yo. De plus, même au repos, le muscle consomme plus d'énergie et augmente donc la dépense énergétique globale. Mais l'activité physique n'est pas seulement bénéfique pour le corps, elle favorise également le bien-être. On ne pense plus à rien quand on est en train de faire du sport, on pense juste à faire ce qu'il faut faire, et par exemple faire 3 longueurs, tenir en apnée, faire la longueur en apnée, faire des trucs comme ça, c'est juste bénéfique. D'un côté ça nous fatigue, mais c'est de la bonne fatigue derrière qu'on a, donc il vaut mieux de la bonne fatigue que de la mauvaise fatigue. C'est vrai que Caroline, dans tous les ateliers qu'elle a pu faire, même dans la coach sportive, c'était extraordinaire. Elle a découvert plein de sports. Faire du vélo et revenir pas fatigué, motivé, dire tiens, j'y arrive, tiens, lâcher prise aussi. De pouvoir se détendre après l'école, de faire quelque chose à l'extérieur, et après le soir, une bonne douche, aller se coucher, apaiser, une histoire ou parler, un bon sommeil réparateur, et le lendemain matin, ma fille était reposée. Ce qu'on connaît bien, c'est les effets de la privation de sommeil. Et en particulier chez le jeune enfant, chez l'enfant de moins de 10 ans, plus l'enfant va manquer de sommeil, plus il aura un risque d'être plus tard en surpoids ou même obèse. On admet que pour un enfant de moins de 5 ans, il devrait dormir au moins 11 heures de sommeil. Entre 5 et 10 ans, au moins 10 heures. Et on sait que chez l'adolescent, actuellement, les besoins de sommeil sont de 9 à 10 heures. Il y a une relation entre l'importance du manque de sommeil et le risque important d'être obèse
ou en surpoids. Pour ceux qui manquent encore plus de sommeil, c'est-à-dire par exemple moins de 9 heures chez les enfants de moins de 5 ans, ce risque est de 92%. Le manque de sommeil retentit directement sur la sécrétion de 2 hormones, la leptine, qui nous empêche de manger et qui est diminuée lorsqu'on est en privation de sommeil, et la gréline qui, elle, est augmentée et elle favorise la faim. Une durée de sommeil suffisante selon l'âge de l'enfant est donc capitale. Mais il faut également veiller à ce que les horaires de lever et de coucher soient les plus réguliers possibles. On évite par exemple de décaler le lever de plus d'1h30 le week-end. Et pour s'endormir à heure régulière, on peut s'appuyer sur des donneurs de temps, comme par exemple avoir des échanges sociaux dans la journée et pas dans la nuit, dormir dans l'obscurité pour bien marquer l'alternance jour-nuit, avoir des heures régulières de repas pris en famille avec un petit déjeuner le matin, avoir des activités structurées à l'inverse de la télévision ou de la tablette qui n'ont pas de début et de fin bien précises. Ces donneurs de temps permettent à nos rythmes biologiques d'être en harmonie les uns avec les autres et donc d'être moins fatigués, ce qui limite le risque de surpoids. Il y a aussi le retentissement de l'obésité sur le sommeil, avec en particulier le risque d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Un enfant sur 3 ayant une obésité importante a un syndrome d'apnée du sommeil. C'est un masque qui me permet de respirer la nuit normalement et qui évite de me faire des apnées du sommeil. Et du coup, ça me fait moins mal, enfin la journée, j'ai moins mal à la tête. Je baille moins et je me sens mieux. Bien sûr, on peut avoir une amélioration de ce syndrome d'apnée du sommeil si l'enfant diminue son surpoids. Le sommeil, comme l'activité physique, sont donc 2 facteurs clés dans la prise en charge de l'enfant en surpoids. Il faut cependant distinguer l'activité physique de la sédentarité. Le fait de rester assis et inactif, par exemple dans les transports ou devant un écran, augmente aussi les risques pour la santé de l'enfant et mérite donc une attention des parents au quotidien. Le fait d'aller marcher quelques minutes toutes les heures va inverser ces effets délétères et on va protéger notre santé, ne serait-ce que d'aller marcher entre 2 et 5 minutes toutes les heures. On peut rester devant l'écran, mais pas excessif. Il ne faut pas que ce soit excessif. Parce que moi, 4 heures, je trouve ça beaucoup trop. Quand je vois que je peux passer pas des journées, mais presque, c'est dingue. D'une manière générale, on ne bannit pas le temps écran. Aujourd'hui, c'est des médias qui apportent beaucoup de choses en termes de culture et de connaissances. J'accompagne les familles à rester vigilants et à essayer de contrôler et de vérifier déjà combien de temps passent les enfants et les adultes devant un écran, quel est le contenu et est-ce qu'on peut en discuter après, par exemple s'il y a des émissions ou des films intéressants, etc. L'ordinateur chez moi, c'est comme un démon parce qu'il ne faut pas que je reste cloîtré dessus, il faut que je continue les efforts plus tard, même quand je partirai d'ici, il faut que je les continue chez moi. 200, c'est là où il y a écrit 200. Ah ouais. Je crois que... Hop. Il va falloir qu'on tienne compte du volume des lentilles pour mettre la bonne quantité. Allez, ouais, c'est bon. C'est bon? Hop, super. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le métier de psychologue qui perdurent encore aujourd'hui. Qu'un psychologue, c'est pour les fous, ou pour les malades, ou pour des gens qui ont des pathologies. Alors que non. La prise en charge psychologique s'intègre au même titre que la diététique ou l'activité physique ou le médical dans la prise en charge d'un enfant en surpoids. Chez les enfants en surpoids, on peut avoir des enfants qui ont pris l'habitude de manger pour plein d'autres raisons que celles de base qui sont de manger à table pour se nourrir, pour discuter ensemble et pour se faire plaisir quand on mange quelque chose qui est bon. Et dans le cadre du réseau, effectivement, un enfant peut aller consulter un psychologue pour aborder la nourriture ou des moqueries, mais également pour aborder tout un tas d'autres choses. Dire quelque chose à son papa ou à sa maman, c'est pas évident. Et la psychologue, pour Caroline, c'était bien, parce qu'elles ont pu parler. C'était leur jardin secret à Caroline, la psychologue. Si Caroline voulait me dire quelque chose, me disait quelque chose, c'était bien. C'est important de s'accepter comme on est tous différents. On est fort, on n'est pas fort. D'accepter ça, c'est gagné à 50%. Et après, le reste, ça roule.
Ce qui a motivé l'adhésion de toute la famille au programme Proxop, c'est par rapport à Fanny, c'est les moqueries qui commencent à l'école. Parce que autant à la maternelle, il n'y a pas ce problème-là, autant au primaire, ça commence. Bah, tu as un gros ventre, tu as un bébé, enfin des choses comme ça. Et on est à un âge où Fanny avait besoin de comprendre qu'elle n'est pas le monstre de l'école, où elle peut être avec un surpoids, certes, et que les autres se rendent compte qu'il y a d'autres choses chez elle qui la caractérisent que le poids. On fait une distinction entre des moqueries, à l'école ou n'importe où, mais qui restent au stade de moquerie, et le harcèlement. Et la différence avec le harcèlement, c'est que dans le harcèlement, il y a vraiment une notion de répétition. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive de manière régulière, une fois, voire plus par semaine, de manière répétée, et qui dure un peu dans le temps. Et aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires sur le harcèlement à l'école et des histoires dramatiques sur des jeunes qui le subissent. Et je crois que c'est important de ne plus être dans la banalisation à ce niveau-là, puisque ça a vraiment des effets qui peuvent être néfastes sur le développement de l'enfant et même de l'adolescent. J'en parlais pas à mon père, j'en parlais pas à ma famille, quoi. Ça devenait de plus en plus lourd, j'en pouvais plus, quoi. J'étais à bout. Ça me faisait vraiment mal au cœur de voir ma fille pas bien. Une fois, je suis allé à la piscine, on s'est moqué d'elle. Ouais, t'avances pas parce que t'es trop forte. À l'école, on se moquait d'elle aussi. Il faut pas attendre qu'elle ait 20 ans. C'est maintenant, enfant, qu'il faut voir le problème. Moi, je me suis vue passer en grande surface avec mon caddie, avec mon ancien compagnon qui était très gourmand, donc prenait facilement des bonbons. Et qui est-ce qu'on regarde? On ne regarde pas le compagnon parce qu'il n'est pas en problème de poids. Non, on regarde la grosse qui est derrière le chariot et qui, elle, ne va pas les manger, les bonbons. Et on se dit, on sent celle-là, elle croit qu'elle n'est pas assez grosse et elle en mange encore. L'objectif final, le vrai, c'est que vraiment, j'ai plus peur de me mettre en maillot de bain pour aller à la plage ou même à la piscine parce que je vois l'été, c'est catastrophique. Je vais pas à la plage ou si je vais à la plage, c'est en short et en t-shirt et je vais me baigner comme ça. On a des mannequins, on nous montre des catalogues soi-disant vêtements grande taille avec des mannequins qui portent du 42. On va dans un magasin, on veut s'habiller, à part des trucs où on a l'air d'être mon arrière-grand-mère, il n'y a pas. Si on a, il faut payer 50 € le vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec des leggings et des machins, on ressemble à rien, on se regarde dans la glace, on s'aime pas, on perd l'envie de prendre soin de soi, on se maquille plus, on se coiffe plus, de toute façon personne nous regarde. Donc voilà. Est-ce que c'était dans ce rouge-là, le rouge chino que tu disais? C'est pas tout à fait le même rouge. Il est un peu comme ça. Ben voilà, c'est ta gamme froide, hiver justement. À Préau, la question de l'apparence, du regard des autres et de l'estime de soi est abordée en binôme par la psychologue et une conseillère en images. Le conseil en image, c'est la valorisation de son image, qui passe donc par l'apparence, le physique. Et donc moi, je donne des conseils pour mettre en valeur, pour se sublimer et surtout pour gagner confiance en soi. Je travaille avec la méthode du drapage, où là, je leur mets des foulards autour des épaules. J'en mets un autre que je fais glisser pour qu'on compare et pour qu'ils comprennent pourquoi il y a des couleurs qui mettent plus en valeur que d'autres. Le but étant bien sûr de comprendre pourquoi telle couleur m'illumine et d'autres me rendent beaucoup plus terne. Ensuite, je passe à l'analyse morphologique. Il n'y a pas une silhouette parfaite. Et c'est ça que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'on a tous une morphologie qui est différente et comment mettre en valeur cette morphologie. Donc c'est vraiment leur faire comprendre que non, on peut être différent, il faut s'accepter tel qu'on est et on peut être joli autant que la copine qui est plus fine. Peu importe la marque, c'est vraiment plus la matière, la coupe du vêtement qui fait que quand on a compris quel était notre morpho, on sait vers quoi se tourner, donc on trouve plus facilement donc les vêtements. On a beaucoup de modèles, donc on essaie de copier les modèles, mais des fois on fait mal. Ou il y a la mode, donc on suit la mode, mais des fois ça ne va pas. Donc le conseil en image, c'est vraiment qui tu es toi, ta personnalité, vers quoi tu veux aller et comment t'épanouir. Et on bataille énormément à l'heure actuelle pour trouver des vêtements pour enfants. Ça, c'est très dur quand on fait des boutiques, vous passez un après-midi entier à faire des boutiques, vous ressortez avec rien. Et bien, vous me dites, c'est pas évident. Et après, quand des fois on arrivait à trouver des vêtements, c'était une victoire, dire tiens, ça va bien, ça va mettre en valeur l'enfant.
Comézélie, c'est une ligne de vêtements qui est en fait dédiée aux enfants ronds, des enfants en surpoids qui ont du mal à s'habiller dans des lignes de vêtements traditionnelles. On s'inspire en fait de la mode actuelle pour dessiner nos vêtements. L'idée, c'est que les jeunes filles en surpoids puissent avoir les mêmes vêtements, être habillées comme leurs copines. Lorsque j'ai vu qu'il existait des vêtements pour enfants ronds, justement, j'ai pas hésité à faire essayer à Maëlys pour voir si ça lui convenait. Et comme elle était très satisfaite, eh ben, j'ai acheté tout de suite, sans problème. Oui, c'est vrai que c'est agréable de voir Maëlys bien dans sa peau, dans ses vêtements, et où elle n'a pas de difficulté à les prendre, il n'y a pas de gêne, elle peut faire tous les mouvements qu'elle souhaite. Et puis après, il y a un autre facteur, c'est l'aspect psychologique, c'est que les enfants sont heureux quand on leur dit « mais waouh, c'est super mignon ». On oublie en fait le côté enfant rond, enfant surpoids. Les enfants vont s'entendre dire « mais elle est très jolie ta robe, c'est très mignon, ça te va très bien ». Donc je pense qu'au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment important d'aider aussi les enfants à ce niveau-là. C'est vrai que je suis proche d'elle et c'est pas toujours facile de dire à sa maman ce qu'on ressent, quoi. Je dis, moi je lui ai dit je ferai tout, enfin on fera tout ce qu'il faudra pour elle, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'elle le décide aussi. Quand les gens vous disent « Oh, Caroline, comme t'es belle, t'as grandi, oh, t'as minci oh. !» Mais ça, c'est une victoire. J'en suis heureux, Caroline aussi. Maintenant, c'est une joie d'aller faire les boutiques de vêtements, d'aller à la piscine. L'image d'elle, pour elle, c'était très difficile avant. Et que maintenant, c'est un bonheur de voir ma fille heureuse, qu'elle se sente bien dans sa peau. Et ça, c'est le pur bonheur. Faut pas avoir peur de se remettre en question. C'est pas parce qu'on est des mauvais parents que c'est ça. Non, c'est la société, c'est nos enfants qui n'ont pas de chance d'être forts aussi. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui vont pouvoir manger n'importe quoi, qui vont manger 2 fois plus que nos enfants. Des McDo tous les jours, ils vont rester minces. Ben, ils ont une chance, tant mieux pour eux. Voilà, tant mieux pour eux. Nos enfants, ils n'ont pas cette chance, donc il faut les aider pour leur avenir et pour leur bien-être. Hein. Je pense que le premier travail des parents, c'est d'arriver à se déculpabiliser, à se dire que ce n'est pas de leur faute. De toute façon, le surpoids, c'est une affaire de famille. Tout le monde est concerné. C'est sûr, les parents ont un rôle à jouer là-dedans, puisque en tant qu'éducateurs finalement principal de leur enfant, ils ont un rôle à jouer, surtout en termes de soutien et d'accompagnement de leur enfant. Il passe déjà par le fait de l'accompagner pendant son suivi, donc de venir avec lui en consultation, mais aussi de s'intéresser à ce qu'il peut faire aussi en dehors des consultations pour l'aider à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Le style parental qui fonctionne le mieux, c'est le style parental qu'on appelle cadrant, c'est-à-dire poser un cadre, poser des limites pour ses enfants, mais laisser les enfants finalement tester ses limites. Ce qui est difficile en tant que parent, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à dire non à son enfant. Ce qu'il faut leur rappeler, c'est que leur enfant les aimera toujours autant s'il arrive à fixer des limites, à leur expliquer tout simplement pourquoi ils leur disent non. Et au contraire, les enfants et même les adolescents ont besoin de ces limites et ont besoin de ce non. Ils ont besoin finalement de sentir que leurs parents les encadrent. On se rend compte qu'il y a un souci avec l'alimentation, mais est-ce qu'on veut le voir? Est-ce qu'on veut faire quelque chose? Là est la question aussi. C'est nous, parents, qui sommes là pour faire les choses, pour instaurer des règles, pour dire non, tu laisses la télé, on ramasse la télécommande, non, tu vas pas sur la DS. Oui, c'est plus simple, tu me fous la paix pendant 1 heure quand tu es sur la DS, mais voilà, on va aller jouer au ballon, je vais prendre du temps avec toi. Voilà, c'est aussi faire revenir la famille en avant. La plus grande difficulté, en général, pour les parents, c'est d'arriver à harmoniser les habitudes, les pratiques à toute la famille en tenant compte des besoins de chacun. Il n'y a aucune raison que l'enfant qui est en cours de prise en charge pour son surpoids soit le seul à devoir manger des légumes et pas les autres. Si on fait des différences, on n'arrivera jamais à faire en sorte que l'enfant change ses habitudes. Et il faut aussi que les parents prennent conscience aussi que ça peut être bénéfique pour l'ensemble de la famille. On va faire la même chose que les parents. Oui, mais pas tout à fait. Mais alors Sous comment? forme de jeu. Sous forme de jeu. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ah, c'est oui. Cette jeune fille qui a à peu près votre âge, hein? Elle mange. Elle mange. On voit la table où elle est
elle va dans la cuisine des ours. Alors, il y a des bols de soupe. Mais comment ils sont, ces bols, hein? Vas-y, Alors, Manon. pour le petit, il est petit. Enfin, pour l'enfant, comme Oui, vous. pour l'enfant, Hein? il Ouais. est petit. Ouais. Pour la maman, il est moyen. Et pour le papa, il est gros. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. C'est pas normal? Alors, Manon, est-ce qu'elle va manger une moyenne comme moi? Bah oui, peut-être un peu moins. Pourquoi je dois manger un petit peu moins? Allez, je suis plus petite que toi. Allez, voilà. Est-ce que ça, c'est une bonne raison? Bah oui. Alors même des fois, on a des grands frères et des grandes sœurs. Ah oui. Et des fois, on n'est pas content parce que les grands frères et les grandes sœurs, ils ont plus. Est-ce qu'il y en a qui ont des grands frères et des grandes sœurs? Oui. Moi, j'ai un grand frère de 14 ans. D'accord. Moi, j'ai Et un là, grand alors? frère de 12 ans. Ouais. Est-ce que des fois, vous trouvez ça injuste? Ah oui, parce qu'en fait, lui, il est plus mince que moi, alors du coup, il mange... Si moi, j'ai déjà pris une portion, bah lui, elle a le droit de se servir et pas moi. D'accord. Et ça, tu trouves pas ça normal? Non. Tu trouves ça injuste? Oui. C'est pareil. Toi, c'est pareil. Hein. Alors, vous voyez, cette histoire-là, elle existe depuis très très longtemps. Et c'était comme ça. Les enfants avaient une plus petite portion que la maman avait une plus petite portion que le papa. Et ça semblait normal. Alors nous, ce qu'on essaye de voir finalement, c'est voilà, revenir peut-être pour que ce soit correct par rapport à votre taille, par rapport à votre activité. Quand un nouveau-né vient au monde, on va l'inscrire directement dans la famille et on va trouver qu'il a les yeux du grand-père paternel, la bouche de l'oncle paternel ou dans la problématique du surpoids, les gens peuvent aussi prendre conscience que des fois, ça fait des générations et des générations que les gens de leur famille sont en surpoids. Comme si c'était un critère pour appartenir à cette famille. Et comment ça peut se passer quand les parents sont en surpoids, l'enfant est en surpoids, s'il s'affine, est-ce que son propre regard à lui déjà va changer sur lui, mais est-ce que éventuellement le regard des parents peut changer également? L'obésité, en fait, c'est une maladie et c'est une maladie qui est un peu particulière pour l'enfant puisque la plupart du temps, un de ses deux parents, parfois, en est aussi atteint. C'est très important avant toute chose qu'ils arrivent à concevoir que le vécu et finalement la maladie de leur enfant n'est pas forcément la même que la leur. Faire comprendre à ma petite fille de 8 ans et demi à l'époque que elle, le but, c'est pas qu'elle perde du poids, c'est qu'elle n'en prenne pas, c'est qu'elle prenne de bonnes habitudes, c'est qu'elle grandisse et qu'avec le temps, elle va atteindre un corps qui va lui correspondre dans la glace. Lui dire qu'il n'y a pas une norme, qu'elle doit correspondre à ce qui, elle, lui va bien, et qu'après, avec cette dynamique-là, elle pourra être sur des bases saines et créer quelque chose de positif. Il faut toujours donner confiance à son enfant, donner de l'amour et la confiance. Et vous gardez confiance aussi, ça c'est super important. Il faut reapprendre à prendre le temps, parce que le temps, on l'a si on le veut. Aller promener, aller ramasser des fleurs, de regarder la chance qu'on a de voir tout ce qu'on a autour de nous. Ça, on arrive des fois à plus le voir parce que les soucis de la vie tous les jours, parce que c'est vrai que de plus en plus, la vie n'est pas simple et de plus en plus difficile. Si on dégage du positif, nos enfants ils prennent plein de positifs. Les parents, en général, ont tendance à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Il a grignoté, il est allé manger des bonbons en cachette dans sa chambre, il n'a pas respecté ce qu'on avait dit la dernière fois. Et souvent, en fait, finalement, en discutant avec eux, on s'aperçoit que il y a eu aussi, finalement, des choses qui se sont bien passées. L'enfant a fait des efforts pour passer moins de temps devant la télé, a fait des efforts pour moins se resservir. Et ça, les parents ont oublié de le mettre en évidence. Avant, il n'aimait pas le chou-fleur, maintenant, dès qu'il a essayé, il adore. C'est vrai, t'aimes le chou-fleur maintenant? C'est bien. Finalement, un des objectifs qu'on essaie de travailler aussi avec les parents, c'est de valoriser l'enfant. Une des compétences vraiment à acquérir aussi pour les parents, c'est d'arriver à finalement à montrer l'exemple aussi à leur enfant. Il n'est jamais trop tard. On peut avoir 20 ans, 40 ans, 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, ni pour soi, ni pour ses enfants. Que c'est nous qui sommes là pour les écouter, les entendre. S'il suffisait de claquer des doigts et puis que ça arrive, ce serait tellement simple. Mais on peut essayer. Et chaque petit pas en avant, c'est toujours un pas de gagné, de toute façon.
Le premier pas est difficile. Dire prendre le téléphone, parce que moi j'avais le petit carton de numéro de téléphone, j'ai attendu, il était sur ma table. Un jour, j'ai dit, il faut que je téléphone. Ça ne m'engage à rien. Et après, une fois que vous avez fait ça, que vous avez un pied dedans, vous êtes porté, vous avez des personnes avec qui vous pouvez parler. On me téléphone tous les 2 mois pour me demander comment va Caroline, et mes inquiétudes, mes questions. On ne nous lâche pas. C'est de ne pas être lâché, toujours être là si on a besoin de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a des moments où ça avance pas comme on voudrait, ça va doucement, des fois on stagne. Il ne faut pas que ce soit un échec, parce qu'il va falloir 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Sans cette équipe formidable, on n'en serait pas là. Je suis fier de ma fille. Et moi aussi, je suis content de moi. Je dis, ben voilà, je suis arrivé à ça. Cette expérience, pour moi, ça m'a enrichi, pour ma fille aussi. Et si je peux aider d'autres personnes à faire voir que c'est facile, allez-y, il ne faut pas avoir peur. Ouais, ça va. Après, tu arrives à la défaire, bon, tranche par tranche.